14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Michel Odoul, auteur de ce livre qui vient de sortir, Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. Et dans ce livre, en préambule, Michel Odoul, vous dites: pourquoi faut-il attendre une crise pour prendre conscience que quelque chose ne va pas, que nous faisons fausse route, ou bien que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait pour que tout aille bien. Voilà, je vous laisse méditer. C'est intéressant, ce livre étant écrit avant l'arrivée du Covid. Donc, comme si vous aviez senti qu'il était temps que l'on prenne conscience, qu'on était peut-être hors route, pourrais-je dire. Oui, c'est vrai que... étant donné que je suis quelqu'un qui s'intéresse à la question depuis un certain nombre d'années, qui a déjà publié un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, j'étais plutôt sensible à la façon avec laquelle, effectivement, ce qu'on pouvait constater très globalement, c'est que les êtres humains avaient perdu conscience de deux choses. Un, c'est une première idée qui peut sembler brutale comme ça, mais qui est une vérité simple et basique, c'est que la santé, ça n'est pas un dû, c'est un capital et quelque chose qui s'entretient. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, que entretenir et s'occuper de sa santé n'est pas quelque chose de compliqué. C'est une petite tâche quotidienne extrêmement basique et simple, et qui comment dire ça, est aussi simple que le fait qu'on accepte fondamentalement que chaque matin on prend une douche ou on se lave les dents. Et voilà. Mais ça, on est capable de le comprendre, par exemple, pour une voiture. C'est-à-dire les révisions, l'entretien du véhicule, vérifier la pression des pneus, vérifier le niveau d'huile, etc., etc. Et on a beaucoup plus de mal à le comprendre pour soi. Alors parce qu'on a eu un peu tendance, depuis une trentaine d'années, on a un petit peu mal à la tête, c'est pas grave, on prend une aspirine, on a un petit peu mal au dos, on prend un anti-inflammatoire, enfin, on tient pas tellement compte des petits signaux que nous envoie notre véhicule, alors qu'en effet, quand dans une voiture il y a un petit bruit suspect, on s'en inquiète, on pourrait faire cette comparaison, puisque vous parlez des voitures. Parce qu'on a conscience qu'on a besoin Je sais pas pourquoi vous parlez des voitures d'ailleurs, Michel. Du véhicule. Pas du tout, moi non plus. Moi non plus. Mais voilà, je pense que c'est purement et simplement une question de conscience de cela, de tout ça. D'ailleurs, on dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie apparaît dans une partie du corps quand la conscience qui est censée l'animer et l'habiter la quitte. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un rapport à nous-mêmes qui n'est que l'attraction, un petit peu comme des papillons de nuit qui sont fascinés par la lumière de la lampe, et que nous sommes tellement fascinés par tant de lumière qui brille à l'extérieur de nous-mêmes que nous nous oublions un peu. On l'a vu dans le monde du travail, ça finit par produire le burn-out. Dans le monde de l'alimentation et des comportements, ça va donner des addictions, etc. Donc, on voit bien que nous étions dans un schéma dans lequel, finalement, notre corps, c'est-à-dire ce qui participe au confort de notre avancée sur le chemin quotidien de notre vie, il fallait, c'était crève ou marche, quoi. C'était marche ou crève plutôt, voilà. Il faut y aller, il faut avancer. Et puis c'est le jour où ça casse qu'on s'en rendait compte. Exactement. Alors Gabriel est avec nous maintenant. Gabriel, a priori, vous n'êtes pas fait pour faire la vaisselle, Oui, bonjour Brigitte et bonjour Michel. Alors j'avais préparé deux petits compliments. Donc Brigitte, vous êtes la John Bess de la psychologie, parce que donc vous dégagez la justice, pour moi le symbole de justice, de courage, de paix et de fraternité. Et Michel Odoul, donc vous êtes le pape de la psychosomatique. Et donc voilà, par votre travail, on va dire, vous nous soignez, quoi. Merci. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, oui, j'ai plein de choses à dire, mais alors, je vais peut-être commencer. Oui, tout simplement la publicité. Vous savez, vous parliez de ce que vous disiez juste avant, Michel. La publicité nous entraîne dans des désirs, en fait, qu'on n'en a pas besoin. La société de consommation nous fait croire qu'on a besoin de la nouvelle Renault, ou de la nouvelle Mercedes, ou de la nouvelle truc, et nous entraîne dans des désirs qui sont, on va dire, qui sont artificiels, qui sont pas vraiment utiles et nécessaires pour nous. Voilà, ça c'était juste une petite aparté. Donc moi, effectivement, j'ai des douleurs au niveau... Alors, c'est pas les reins, c'est un peu plus haut. Enfin, je pense que c'est un peu plus haut. On va dire c'est en dessous des omoplates. Si je reste en station debout,
C'est-à-dire, si je marche, il n'y a pas de souci. Si je fais quelque chose, si je travaille, il n'y a pas de souci. Par contre, si je me mets debout, en position debout statique, du style quand je fais la vaisselle, donc j'ai des douleurs qui apparaissent donc sous les omoplates. Et donc c'est assez douloureux et rapidement, il faut que je m'allonge après pour détendre cette zone. Ensuite, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible et de très stressé, très angoissé. Et même à 20 ans, j'allais souvent uriner. Donc uriner pour moi, on va dire, ça pouvait m'arriver en 2 heures, ça peut m'arriver 5 fois. Donc c'est pas une histoire de prostate parce que j'ai toujours été comme ça. Et pareil, si je suis stressé, il faut que j'aille aux toilettes. On va dire pour la grosse commission, quoi. Allô ? Oui, on vous entend. Voilà. Donc et ensuite, vous avez parlé aussi, excusez-moi Brigitte, vous avez parlé aussi de l'énergie du feu, de l'énergie de la terre, de l'énergie de l'eau. Et en fait, j'ai souvent entendu parler de cette notion, mais en fait, c'est assez vague pour moi. Comment dire, moi je suis plutôt dans l'énergie du feu, je suis plutôt dans l'énergie de l'eau. Comment on arrive à qu'est-ce que ça traduit, quoi, Michel? Alors ça, ce sont de vastes questions. On va essayer de faire dans l'ordre. Par exemple, vous avez défini que vous étiez dans le feu, je crois. Non, métal. Non, plutôt métal. Dans le métal, pardon, excusez-moi. Oui, c'est-à-dire ça, ce sont des références, si vous voulez, ce sont des catégorisations référentielles qui servent à mettre en forme, à illustrer. Ce ne sont pas des boîtes dans lesquelles on enferme les choses, les gens, mais il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des minces, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des extravertis, il y a des introvertis. C'est-à-dire qu'il y a des grandes structures comportementales et physiques chez les individus et qui, sans les catégoriser, montrent en tout cas des tendances générales qui sont des tendances qui sont propres à chacune des structures. Pour qu'on comprenne tous, Michel Odoul, il y a donc le métal, le feu, l'eau, je suppose qu'il y a la terre et l'air. Non, l'air, ça c'est dans la vision occidentale, dans les principes occidentaux et notamment en astrologie. Dans les principes de médecine traditionnelle chinoise, il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui sont en fait les 5 catégories centrales autour desquelles on peut organiser et comprendre ce qu'est la vie. Le bois, c'est ce qui émerge au printemps, c'est ce qui va porter toute la dimension des énergies de démarrage et d'impulsion de la vie et du vivant. Le feu, c'est la chaleur, c'est ce qui arrive en été, c'est l'expansion, c'est la dilatation de tout, c'est le champ de l'émotion et c'est le champ de l'ouverture au monde, et c'est le champ du développement. La terre, c'est tout ce qui est, la terre, ce qui produit et ce qui donne, c'est la phase de la maturation et de la maturité, c'est ce qui va donc permettre de transformer les choses et de les rendre prolixes et productives. Le métal, c'est tout ce qui va concerner, c'est associé à une saison aussi à chaque fois. La saison du métal, c'est l'automne, c'est le moment où la fève redescend. On est dans la phase de l'intériorisation. On est dans la phase donc de la prise de conscience du domaine intérieur. Et ensuite, et donc des grandes valeurs de vie et des grandes références qui sont les siennes. Et ensuite, il y a le principe de l'eau, qui sont là les structures les plus profondes, les références et les archétypes, les grandes croyances personnelles profondes. À chacun de ces 5 principes est associé un organe. Au bois est associé l'organe du foie et comme viscère corollaire la vésicule biliaire. Au feu est associé le cœur et comme viscère corollaire l'intestin grêle. À la terre est associé la rate pancréas et comme corollaire viscéral l'estomac. Au métal est associé le poumon et avec comme viscère le gros intestin. Et au principe de l'eau sont associés les reins avec comme associé le principe de l'eau. D'accord. Ça va nous permettre... On va voir tout ça dans un instant. Gabriel, vous restez avec nous le temps des infos et puis on verra justement pourquoi vous avez peut-être mal en dessous des omoplates. Et puis bien sûr, je vous invite à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous restons avec Michel Odoul durant ces 2 heures et on vous aide à prendre soin de votre corps, prendre soin de vous. Gabriel est toujours avec nous, Michel Odoul. Alors on a déjà répondu aux éléments feu et eau qui vous intéressaient, Gabriel. On va peut-être revenir à votre douleur au-dessous des omoplates quand vous restez debout. On peut imaginer qu'il y a peut-être... quelque chose à comprendre aussi au niveau de la tension peut-être, enfin de votre tension, hein. Je ne parle pas de la tension qu'on prendrait avec l'appareil. Oui.
Derrière les deux grands axes de manifestation qui ont été partagés entre les omoplates, au niveau des omoplates et puis les besoins d'uriner, on a un axe qui est un axe extrêmement clair, qui est justement l'axe du principe de l'eau et du principe du feu, Rincker. Donc là, on voit quelque chose de très précis, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les besoins d'uriner, d'éliminer, etc., on est là en lien avec les fonctions neurovégétatives, on est en lien avec les structures émotionnelles non conscientes, et on est en lien avec la sensibilité profonde de l'être. C'est le besoin d'éliminer des vieux schémas, d'éliminer des choses qui nous posent problème, de nous protéger en faisant du vide à l'intérieur. Et même derrière la vessie, on a vraiment la symbolique de l'élimination des vieilles références et des vieux schémas fondamentaux et des vieilles croyances. Donc, manifestement, il y a là quelque chose qui est assez clair. On va y revenir avec la question des omoplates. La douleur aux omoplates, en plus, elle se développe plus particulièrement quand on reste en position droite et debout, et elle disparaît quand on reste en position couchée. Là, il y a une symbolique qui est extrêmement précise et puissante derrière ça. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous tenir droit. Vous avez du mal à vous tenir droit. Et puis on est quand même juste au niveau du plexus solaire, en plus, il me semble. Mais voilà, j'allais y venir. C'est-à-dire qu'il y a le champ... Mais non, quand je dis ça, c'est pour dire oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte. C'est exactement là que ça se situe. C'est-à-dire qu'on est à nouveau dans les champs neurovégétatifs, avec plexus solaire et plexus cardiaque, qui sont les deux grands plexus qui sont en face au niveau du bas du sternum et du milieu du sternum, et qui rentrent en résonance avec ce qui se passe au niveau de l'omoplate. C'est plutôt du côté droit ou du côté gauche que vous sentez la douleur quand vous vous tenez droit? Non, c'est pile au milieu. En fait, je savais même pas qu'il existait un plexus cardiaque et un plexus solaire. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un plexus, moi. Il y a le plexus solaire qui est en bas du sternum, là, sous la petite lunule de cartilage, à l'endroit où le sternum se termine et qu'on touche le ventre. Ouais. C'est le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le champ émotionnel brut. C'est là où les choses nous impactent quand quelque chose se passe ou arrive. Et au milieu du sternum, à peu près, nous avons un plexus qui s'appelle le plexus cardiaque, qui rentre en résonance au niveau organique et endocrinien avec le thymus et avec ce qu'on appelle le myocarde, et qui est en résonance avec l'image qu'on a de soi, la conscience qu'on a de soi. Et donc l'estime de soi, alors. Voilà, l'estime de soi, entre autres, la capacité justement à se faire confiance à soi et à se permettre justement de se tenir droit face aux choses. Et peut-être qu'il y a consciemment ou inconsciemment chez vous, depuis longtemps, depuis peut-être l'époque où même ces besoins d'uriner émergeaient de façon fréquente, il y a peut-être eu une dégradation de la valeur de soi que vous vous accordez et une difficulté à vous donner le droit à vous tenir droit. D'accord, oui, une mauvaise confiance en soi, une mauvaise estime, quoi. Ouais, ça me parle. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide. Je crois surtout, Gabriel, oui. Je crois surtout que vous êtes d'une très grande sensibilité et que vous prenez aussi trop facile. Enfin, vous êtes un peu une éponge qui absorbe les émotions des autres, que vous êtes ensuite obligé d'éliminer certainement très souvent et très vite, et que vous ne savez pas au fond prendre confiance dans votre capacité à être, et que vous vivez peut-être trop à travers les autres. Oui, et puis vous savez, je veux pas me montrer que je m'énerve, je veux pas montrer que ça m'affecte, je veux pas montrer que ça me contrarie, et on va dire, j'essaye de rester entre guillemets zen, j'essaye de entre guillemets, ouais, c'est-à-dire de rester un peu digne, mais en fait, au fond de moi, je bout de colère, quoi. Mais c'est ce qu'on appelle parce le que besoin. Votre sensibilité, elle est là. Hein. Pardon. C'est ce qu'on appelle le besoin de. C'est ce qu'on appelle le besoin et le complexe de conformité, c'est-à-dire que vous avez dû à une époque devoir vous conformer à quelque chose et on a dû fortement vous envoyer des injonctions ou des contraintes à ne pas ou peu exprimer, à ne pas faire de vagues. Tranquille, etc. Voilà. Alors, tout à fait. Familialement, c'était ça. Ouais, fallait pas bouger une oreille. Voilà. Et donc là-dedans, eh bien, il y a un être qui est un être d'émotion, un être d'envie, un être d'explosion et de créativité, qui s'est retrouvé confiné, si j'ose dire. Donc c'est comme si j'avais refoulé ce que je ressentais, quoi. Comme j'avais été obligé de supporter une prison d'éducation. Vous en êtes pas donné le droit, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, où ça n'est peut-être plus nécessaire, vous continuez à dramatiser l'attente des autres. Vous vous conformez d'abord à l'attente des autres avant de laisser la vôtre émerger.
D'accord. Oui, si on imagine qu'on vous touche au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire devant, hein, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir votre cage thoracique et vous allez pouvoir respirer à plein poumon et être. Alors que quelque part, il y a quelque chose comme ça qui est fermé, vous osez pas être. Et c'est certainement très douloureux à force. Parce qu'en fait, je me suis construit comme une carapace émotionnelle, on va dire, pour pas montrer en fait, mon histoire, c'est que j'avais 2 ans d'avance par rapport aux autres enfants à l'école, par exemple. Et on va dire, arrivé à l'adolescence, je me suis retrouvé avec des garçons qui avaient 16, 17 ans, 18 ans même, qui étaient, on va dire, pubères, qui étaient costauds, qui étaient, on va dire, qui avaient des hormones, comment on peut dire, de la testostérone. Et moi, j'avais que 14 ans. Donc, il a fallu que on va dire, j'étais un petit peu le petit, quoi. Et j'ai subi, on va dire, cette domination des plus grands que moi. Et vous restez le petit, mais vous avez plus à rester le petit, là. Vous pouvez grandir. Et mécaniquement, vous pouvez vous faire aider. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce que vous avez décrit, etc., il y a un moment donné, le neurovégétatif et les champs émotionnels, ils se traduisent dans une réalité physique. Et la réalité physique qui est la vôtre, c'est que vous avez très certainement, entre les 4e, 5e, 6e ou 7e vertèbres dorsales, sans doute une subluxation qui est là, et qui aurait besoin d'être remise en place en allant voir un ostéopathe ou un praticien shiatsu, enfin quelqu'un qui est capable de faire ce travail-là. C'est-à-dire que c'est pas uniquement en faisant évoluer votre mode de pensée, il faut savoir que la posture, c'est-à-dire la façon dont nous nous tenons, qui est la résonance de la manière dont nous percevons dans le monde, eh ben, elle finit par avoir des conséquences au niveau physiologique. Hein. Si nous nous tenons par position antalgique pour éviter la douleur avec les épaules un peu rentrées, etc., ça finit par devenir une posture. D'accord. Et vous aviez parlé la dernière mission, excusez-moi Brigitte, juste une seconde. Vous aviez parlé d'un médicament homéopathique et vous l'aviez proposé à une dame qui avait téléphoné. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé parce que moi, tous les soirs vers 7h, quand je rentre à la maison, vers 7h, j'ai un coup de cafard. Donc des fois c'est 7h, des fois c'est 6h, des fois c'est 8h. Et quand je rentre chez moi, le soir, j'ai un coup de blues et c'est pas tous les soirs, mais c'est souvent que ça me le fait. Est-ce que vous pourriez me réindiquer C'est l'Lycopodium. Lycopodium, Lycopidum. Podium, d'accord. Voilà. Hein, ce sont des granules en 9CH. Si vous avez un médecin homéopathe, allez le voir, il pourra vous faire la posologie et la prescription, etc. Hein. Les granules en 9CH, ça se prend en général de granules 3-4 fois par jour, mais voyez éventuellement 3-4 fois par jour. 3-4 fois, d'accord. Voilà. Ah ouais, c'est super. Bon. C'est super, alors, je vous remercie beaucoup. Ce que je voulais expliquer, non pas spécialement à vous, Gabriel, parce que je crois que vous avez compris, mais à ceux qui nous écoutent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre fonctionnement émotionnel va faire qu'à un moment donné, on va par exemple rentrer le cou dans les épaules, ou on va pas se tenir droit, on va pas, etc. Donc au départ, c'est bien notre manière de réagir émotionnellement qui va faire que le corps va prendre une posture, mais à force, le corps prenant une mauvaise posture va créer évidemment des tensions, des blocages, des douleurs, et qu'à ce moment-là, en effet, comme vous venez de le dire, Michel Odoul, il faut remettre le corps en mouvement correctement pour libérer donc justement là où le corps s'est bloqué. Mais si on n'a pas compris pourquoi on avait bloqué notre corps, c'est-à-dire pourquoi, comme on vient de l'expliquer à Gabriel, les émotions, etc., on aura beau aller le débloquer chez l'ostéopathe, il faudra y retourner tous les 3 mois parce que de toute façon, voilà, c'est vraiment un travail. C'est un travail à la fois sur l'esprit, les émotions et sur le corps. Et c'est ensemble qu'il faut travailler tout ça. C'est pas uniquement aller parler à un psy ou uniquement aller voir un ostéopathe. Et je crois que c'est ce qui est important peut-être à rappeler. Et même au-delà, dans ce que vous dites, même ce qui est vrai, c'est que ça va au-delà même de la question de la posture. Si par exemple je suis quelqu'un qui a un certain type de tension émotionnelle, je vais avoir tendance à manger du sucre. Si je suis quelqu'un qui a un certain type d'autres problématiques particulières, je vais avoir tendance à consommer des choses acides. Mais ça, sur le long terme, finit par dégrader l'organe. Si je consomme trop de sucre à long terme, je vais finir par avoir un déséquilibre justement de la glycémie. Et à partir de ce moment-là, je vais me déclencher un diabète ou des crises d'hypoglycémie. Et on va me dire, ah ben oui, mais c'est un dysfonctionnement du pancréas. Et c'est vrai, et c'est ça qu'il faudra traiter. Mais en amont de cela, il y a eu ce qui a été la manière avec laquelle je cherchais, par exemple, par l'alimentation,
Un refuge ou à me calmer, quoi, à me calmer ou à me... Une compensation, d'accord. Ouais, c'est excellent, c'est parfait vos explications. Merci. Eh oui. Merci Gabriel, vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Faut arrêter de vous sous-estimer. Hein. Franchement, vous avez une capacité à piger les choses qui est tout à fait intéressante. Hein. Donc, c'est grâce à vous, Brigitte. Ça fait 20 ans que je vous écoute. Non, 19 ans. Ça fait 19 ans que je fais de l'antenne. Excusez-moi, j'ai arrondi. Alors, vous savez quoi, Brigitte? Avant, je vous regardais et je vous admirais. Et aujourd'hui, je vous écoute et je vous admire. Bah écoutez, c'est formidable. Hein, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse après, alors, Gabriel? Quelle est la troisième voie que vous me proposez? Continuez, surtout continuez. Bon, alors tiens, j'en profite, Gabriel, puisque après tout, on en parlera dans cette émission. Début juin, sur Canal+, j'ai tourné un film qui va passer sur Canal+, le premier samedi du mois. Voilà. On ne me verra pas dans des exploits pornographiques, faut quand même pas exagérer, mais on me verra pas très vêtu. Voilà. Vous savez, Brigitte, oui. En fait, on parle de pornographie, En fait, la pornographie, c'est quoi? C'est montrer la vérité, montrer un homme et une femme qui font l'amour. Donc en fait, on a diabolisé la pornographie, mais en fait, la pornographie, c'est faire l'amour avec quelqu'un. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de diabolique là-dedans. Non, voilà. Mais on est quand même dans quelque chose de l'ordre de l'intime et montrer un acte intime, c'est pas complètement dans la normalité non plus. Voilà, moi je veux pas attaquer la pornographie, je serais mal placée pour ça. Mais on peut comprendre aussi pourquoi il faut pas qu'elle soit visible tout le temps et partout. C'est dans ce sens, mais de là à la diaboliser, je suis d'accord avec vous, Gabriel. Faut pas. C'est toujours pareil, hein, c'est le juste milieu dont Michel Odoul parle très très bien. Hein, c'est le juste milieu des choses. Et c'est vrai que la pornographie, qui est devenue quand même maintenant particulièrement dégradante pour les femmes, on peut quand même un petit peu se poser des questions sur la manière dont elle peut influencer la sexualité des jeunes. La pornographie, c'est très violent, c'est très violent. Aujourd'hui, oui, elle est un peu violente aujourd'hui. Bon, et c'est de toute façon un peu violent pour certaines personnes de voir un acte sexuel. Hein. C'est quelque chose qui touche les profondeurs de l'âme, pour revenir à ce dont on parlait il y a quelque temps. Merci en tout cas, Gabriel. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci. Merci.